Bonjour les darons. Bonjour les darons. Comment ça va? Comment ça va? On est de retour ensemble. Et On est de retour ensemble. Pas glow up et de est-ce qu'elle a ouf pas glow up de Non, ouf? allez. Ah, genre avant j'étais dégueulasse? Bah, quand tu glow up, ça veut pas dire que tu t'arrives des Oui, mais ténèbres. c'est que tu partais un peu de Mais loin. toi, tu vois le Verre à moitié vide. Moi, c'est à vide. moitié plein toujours. Ah, toi tu le vois moitié plein? Ouais, franchement, ouais. C'est que j'admire les gens comme toi qui sont J'essaie, tout le temps positifs et qui voient vraiment le côté positif à chaque fois de la vie. Bah, j'essaie, sinon, à quoi bon? Moi je vois tout en noir. Je veux dire, dès Moi, qu'il se je passe suis un pas truc. entièrement d'accord quand. Ah ouais Non, mais dans nos échanges qu'on peut avoir, les peu de fois où on se parle en dehors du podcast, Un bah, règlement de voilà. compte. Toi aussi, tu peux avoir de l'ambition, voir de belles choses dans l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pas dans mon foyer familial. Qui est en crise, Une fois à qui la est en maison. feu. Mon mec, des fois, me dit pourquoi avec les gens et tout, t'es sympa, t'es positif, t'es machin, et quand tu rentres à la maison, c'est tout en noir. Ouais, alors, ok. Hmm. Tu veux que je te fasse ta séance psy? Ouais. Eh ben, t'as le syndrome Deux. du clown triste, en fait. Ah ouais? Bon, on va recevoir quelqu'un qui va t'analyser. J'irai voir avec lui si Ok. c'est ok. Mais un peu comme mon mec qui est un peu dans l'humour, bah, en fait, pour moi, vous êtes des personnalités. Vous avez envie de divertir les gens. Ouais, que tout le monde De- nous aime. Ouais, calmez-vous déjà. C'est vrai, hein, on est Ouais, des people Mais pleasers. en plus, voilà. Amuseurs, des people amuseurs. Des people amusants. Parce que les gens, ils vous voient, Mm. ils disent « Ah, c'est la marrante de la télé, etc. » Et toi, tu as besoin de rentrer dans ce rôle, de dire « Ah oui, oui, Ouais, poète, Ouais. poète. Ouais, c'est vrai, t'as raison. canular !» Mais c'est vrai, t'as raison. Et c'est fatigant d'être comme Et oui, ça. et je sais, et je connais bien l'autre personne qui, c'est pareil. Et donc, quand tu es enfin toi, et que tu es drôle par nature, mais tu ne l'es pas tout le temps, et puis c'est épuisant peut-être de tout le temps être comme ça. Marie, j'ai un problème avec tes pieds. Je Ah bloque ouais dessus. Tu sais que moi, j'ai un problème avec les pieds. Arrête. Genre, je zoome sur les pieds des gens sur Instagram et tout. Et pas parce que j'aime les pieds, mais tu vois mes recherches Insta, c'est des pieds. Je suis pas fétichiste, mais j'ai un problème avec les pieds. Genre, je vais zoomer, regarder comment ils sont et tout. Et là, en fait, t'as tes pieds nus et ça me perturbe. Je fais que regarder depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que Alors- tu peux les cacher? Je te jure, depuis tout à l'heure, j'analyse. Attends, ça va, mais yep en plus. Mais ils sont très beaux, tes pieds. Ah oui, parce mais que du moi, coup, ça me fait, je regarde que ça. Alors, non, Je mais peux parce prendre que une tu vois, photo pour ma conso perso. T'imagines? ça dépend si tu mets une bonne note sur Ouais, sur le site des pieds. Wikifit. J'avais une bonne moyenne, donc me descends pas. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'à chaque fois, je te vois faire ça, et ça me stresse énormément de Ah savoir bon des chaussures sur un canapé blanc. Ah ouais, à chaque fois quand je monte les épisodes, je suis comme ça. Oh. Mais ils sont propres, mes chaussures. Bah oui, t'as pas marché dans la rue avec. Mais non, je les ai pris exprès pour l'occasion. Oui, voilà. Non, mais là, ça se voit que Et ça pas va dans ta vie. Alors, pour les gens qui ont que l'audio, allez, on a une chaîne YouTube. Mettez Ah un ouais like et des commentaires et regardez sur Spotify. Voilà. Déjà, merci pour votre soutien. Oui. Merci, parce que les chiffres sont très, très, très bons. Et dès le matin et tout, il y a plein de gens qui écoutent dès le mardi matin. Ils Mais sont je là, suis ils sont d'accord. prêts. Mais Donc, moi, merci. j'aimerais bien les connaître, ces gens. Est-ce qu'on ferait pas à un moment donné une annonce où on fait un live sur l'Instagram des darons Grave. pour apprendre à connaître tous? On leur donne rendez-vous, tu vois, sur le... Dans la rue. Dans la rue. Non, mais sur le podcast, on leur donne rendez-vous sur ce Oui. live à une heure précise. Et comme ça, ils peuvent nous poser leurs questions, Mm. parler de thématiques. Et comme ça, on les rencontre entre Mais guillemets. surtout que j'aimerais les solliciter parce que bientôt on va recevoir une sexologue. Ouais. Est-ce que ça serait pas l'opportunité pour vous de poser les questions un peu gênantes? Bien sûr, on vous outera pas, on dira pas les noms, etc. Mais toutes les questions sexo ou même libido ou tout, et nous on pose toutes les questions. Mais alors, c'est quoi? Ils nous envoient un message sur l'Instagram, salut Ouais, les darons? Ouais. Avec peut-être en intitulé questions sexo. Ah, Comme ça, c'est on fait le génial. tri avec tous les messages qu'on reçoit. tu vois. Bah oui, non mais parfait. Alors les amis, rendez-vous sur l'Instagram Salut les darons Yes. et vous nous envoyez un message avec vos questions pour la sexologue, ce que vous voulez. Et sans tabou, Ouais. les trucs de couple, les trucs solo, on y va. C'est l'occasion. Ah ouais. On va être votre Votre pote. parole. Oui. On sera vos parole. Ah, j'aime bien pot de parole. Bien sûr, t'adores les jeunes mots Ok, en plus. ouh. Ok, bah on fait ça. Donc déjà le rendez-vous est pris, ça j'aime Ok, bien. donc rendez-vous en terre, En terre inconnue. en terre inconnue, la sexualité. Vous allez vous poser des questions comme ça, on vous aide. Spotify, Amazon, Apple Podcast, Facebook, TikTok, on est là et merci de nous soutenir. Et on a des beaux invités qui arrivent. Tout ça pour dire d'où nous vient ce glow up. Je vais te dire, de la robe que j'ai, qui est une robe de la marque Uniqlo. Et donc cette robe, en fait, c'est une personne qu'on connaît, qui s'appelle Kim. Bah oui, qui- notre rédac chef, voilà, de notre Bel et rédac bien, chef. bravo à elle, on adore son travail. Voilà, Bel et continue bien, comme ça, émission bravo, force à diffusée toi. tous les samedis matins à 9h30 avec Agathe Le Caron et Ali Rébéi, On embrasse. qu'on embrasse. Et en fait, hier, je la vois avec cette robe et je lui dis, elle est géniale ta robe, mais moi, je peux pas porter ce genre de robe en été parce que ma poitrine ne me le permet pas. Elle est au -1.
niveau Parce que, en étage. fait, ça se porte sans soutif. Ça se porte sans soutien-gorge et moi je complexe sur ma poitrine qui m'arrive au nombril, donc impossible pour moi tous les étés, c'est un calvaire. Et elle me dit mais je t'explique, il y a un soutif, une brassière intégrée à cette robe. Et c'est Regarde, confortable? c'est hyper confortable, léger et tout, c'est même pas épais. Et donc j'ai foncé chez Uniqlo et j'en ai acheté 2. Donc les filles, Canon. si vous complexez par votre poitrine, parce qu'on passe toutes par là à un moment donné, allez-y. Mais même complexé ou quand t'as une grosse poitrine, juste, c'est pas Ça agréable maintient. de rien mettre, tu sais, voilà. Évidemment. Donc ça t'aide à te sentir bien dans ton Je corps. me sens trop bien. Je me sens pas avec, tu sais, les trucs du soutif où t'as mal ou machin. J'ai pas de soutif et je suis bien dans ma peau. D'ailleurs, elle m'a vue toute nue, Marie. Ah oui, je n'osais pas le dire, mais c'est un cas d'agression sexuelle, en fait. J'étais en train de me C'était changer. une nudité non sollicitée. Bah, j'étais en train de me changer, elle ouvre la porte et elle m'a vue. Non, c'est pas vrai. J'étais en train de me changer, je voulais lui faire une blague pour la choquer. Et voilà, en fait, j'étais en sous-vêtements sans soutif. Et elle m'a vue et elle a. Elle fait non, vas-y, entre. Et pourquoi t'as eu peur quand tu m'as vue? T'as fait et t'es Bah repartie. parce que t'étais dans une position suggestive, que tu m'attendais. Mais ça t'a effrayée? Non, pas du tout. Je me suis dit, ah, elle sait y faire. Mais pourquoi t'es pas restée? Pourquoi t'es pas rentrée? Tu t'es Bah parce dit- que tu voulais me choquer, j'ai bien compris. Et moi, je rentre pas dans ce jeu de Ah, la provocation. Parce que après, il se passe quoi? Ouais, c'est vrai. C'est quoi la suite? C'est quoi la deuxième étape, ça? Là, tu vois que je suis pas choquée. C'est vrai, grave. Toujours plus loin, je te connais en plus. Je savais pas que t'étais aussi à l'aise avec ton corps. Mais non, non, non. C'est Ah c'est juste cette année, j'ai un peu pété les plombs niveau cerveau, donc je. Non, mais tu vois, est-ce que c'est pas aussi people pleasure? Ça veut dire, même dans ces moments-là, t'as envie de faire le show, t'as envie de. Ouais, je voulais t'amuser en fait. Bah, je voulais te faire plaisir, quoi. Je voulais que tu te rinces l'œil, gratos. Je voulais que tu vois des belles choses. Bah Bien. écoute, je pense que là, c'est la belle occasion de parler de santé mentale. Oh oui, Cette année était compliquée, c'est ce que t'allais dire? oui. Bah, ça se voit Ah pas. oui, là, tu pètes un câble, ma pauvre Ah amie. non, mais j'ai passé une année très difficile et j'ai eu. Ça va être dur. Putain, tes yeux, cache-les. Mais pourquoi ils sont pas beaux? Mais ils sont très beaux et je fais que les regarder en fait. Eh J'analyse ben, tout. regarde mes yeux. Putain, mais. Ah bah, excuse-moi. Oui, bah non, je peux pas te sortir mes panards, moi. Par contre, ils sont dans un état. Hier, je me suis enlevé un sort d'ongle incarné, non, c'était stop. horrible. Oui, cette année pour moi compliquée parce que l'année avait tout pour bien démarrer. J'ai eu entre guillemets une promotion dans le sens où j'ai beaucoup plus travaillé. Il s'est passé plein de belles choses et à la fois j'ai pas su apprécier ces belles choses parce qu'à côté de ça, il y avait la fatigue, il y avait les enfants, le fait de devoir travailler plus et Pour gérer gagner moins. pour gagner moins. Mais non, travailler plus. Le fait de vouloir travailler plus, mais de tout lier, les enfants, courir à chaque fois pour aller les chercher, faire à manger, le ménage, tout gérer en même temps. Non, mais et surtout être sur 2 émissions, plus un podcast. plus un podcast, plus les enfants, plus ma maman qui est malade, dont je dois m'occuper, et s'en occuper psychologiquement et être présente. Ah, t'as vu, tu me cherches avec tes pieds. Non, mais là, je vais te faire rire, je te le dis. Arrête, et tu vas te mettre pieds nus comme ça quand il y aura l'invité? Bah oui. Mais imagine, c'est un fétichiste ou une Bon, fétichiste. allez, continue, pardon. Mais tu sais pas, tu connais pas Il la avait vie des 20 ans, gens. puis Hein. il me lâchera, allez, Imagine, il te lâche un orteil. ça fera une Restez là séquence. pour voir. Ça ferait une séquence. Restez là pour voir s'il a succombé. Sarah. Waouh. Non, mais tu sais, on t'a déjà léché les pieds. Attends. Non, non. Non, mais attends, vraiment. Attends, on peut parler de tout. C'est ça ce podcast. Est-ce qu'on t'a déjà léché les pieds? Peut-être. Et t'aimes bien? Gênant. En fait, je suis pas détendue. Ça me détend pas du tout. Ah ouais? Ça te détend, toi? Ouais, je te jure, ça me détend. Mm. C'est Là, le lâcher agréable. prise, moi, je ne peux Ah pas. ouais, là. tu peux pas. Bon, écoute, voilà. Dites-nous si on vous a déjà léché les pieds en commentaire. Et donc, cette année, j'ai un peu pété les plombs avec toute cette charge mentale. On appelle ça les femmes sandwich. En fait, t'as un stade, t'as une génération où tu dois encore t'occuper de tes enfants qui sont encore à la maison. Ouais, c'est ça. Et en plus, et ça, c'est ça qui est encore plus compliqué pour toi, c'est qu'il y a ta maman qui s'est un peu prématurée aussi, Mhm, parce qu'elle est bien jeune, sûr. ta Bah maman. oui, elle est jeune. Donc, c'est pas. Donc, Et une carrière qui est quand même, c'est pas rien d'être à la télé, d'avoir autant d'émissions. et tout, bien évidemment, sûr. c'était très dur. Et en fait, j'ai laissé un petit peu ma santé mentale de côté. J'ai perdu mon papa aussi à 3 ans. Et tout ça, je l'avais mis de côté. J'ai pas vraiment consulté de psy. Je me suis pas attardée sur ma santé mentale. Et je me suis dit, tiens bon, tu peux le faire. Pousse, tire la corde. Et un matin, je me réveille et avec plus le goût à rien. Et tous les matins, je me disais, oh non, encore une journée. Encore une journée. Non, mais c'est dramatique de se dire ça quand tu as quand même des enfants en bonne santé, un chéri, du boulot. Je, C'est-à-dire, tu ressentais quoi? je ressentais
non, encore une journée, comment je vais affronter cette journée? Je suis déjà fatiguée et j'ai pas envie et j'aime même pas. Et on m'a dit, mais sors, va au resto, va autre chose. Mais même aller au resto, sortir, me balader, je n'y prenais plus goût. Même partir en week-end, je n'avais pas envie. Tout ce que mon chéri me proposait, je disais non, j'ai pas envie. J'ai envie d'être dans mon lit et j'ai pas envie. J'ai envie de me couper de ce monde. Et c'était dur, surtout quand tu dois t'occuper des enfants, garder la face devant ta mère et tout. C'était dur. Et je me suis dit, Sarah, faut que tu te fasses aider à un moment donné parce que j'avais des idées noires. Je pleurais, je faisais des crises, je remettais ma vie en question. Et pourquoi j'ai perdu mon père et pourquoi ma mère est malade et comment je vais faire à l'avenir, mais ma vie n'a plus aucun sens sans eux. Enfin, quel est le sens de cette vie si au final c'est pour clamser du jour au lendemain? Donc c'était rien n'allait. Et là, je t'en avais parlé, tu m'as beaucoup soutenue parce que c'était toi mon psy. Non, Mais c'est vrai, tu m'as beaucoup non, soutenue. mais parce que aussi quand on est dans ce tourbillon, on voit plus la lumière aussi. Non. Et en fait, tu as besoin de personnes qui sont extérieures. Mhm. Mais c'est difficile aussi parce que c'était énorme aussi. Tu vois, il y a des dépressions qui te tombent dessus sans raison. Et là, il y avait beaucoup de raisons aussi, Ouais. quand même, faut le Il y dire. avait beaucoup de raisons. C'est énorme. Donc tu m'as beaucoup aidée. Et une qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est Agathe Ouais. Le Caron, dans l'émission, qui Mm. m'avait vue justement en détresse et qui m'a dit, prends ça, il y a ces compléments alimentaires là, il y a si, ça peut te redonner foi en la vie, tu vois. Et tout ça, ça n'a pas marché. Tous ces compléments, c'était pas suffisant. Et là, je me souviens, il y a eu un soutien, et je pense que ça a été le déclencheur, c'est ta sœur, Sarah, Trey Stéphanie, qu'on aime et Ouais. qu'on embrasse, Qui monte cet épisode. qui monte cet épisode et qui a pris le temps et qui m'a fait une note vocale, je crois, de 11 minutes, je sais plus, mais très longue, où tout s'est éclairé pour moi. Je me rappelle, C'est vrai? ouais, je me rappelle, j'étais dans ma Ça va lui faire voiture, plaisir, ce que mais tu c'est vrai. Et j'écoutais, et ça a été le déclencheur. Elle m'a déculpabilisée sur le fait de se faire aider, sur pourquoi pas prendre des médicaments, quoi. Pourquoi on prendrait des médicaments quand on a des problèmes au cœur, et pourquoi on prend pas des médicaments pour sa santé mentale, tu vois. Et j'ai écouté, franchement, au moins 3 fois sa note vocale. Ah ouais, non, mais ça a été un déclencheur pour Je suis moi. trop contente. Et je lui dis vraiment merci. Et là, je me suis dit, OK, elle m'a donné des contacts aussi. Voilà, elle m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Elle m'a expliqué les étapes parce que quand tu es dans ce cas-là, tu n'oses pas en parler et tu sais pas quoi faire. Puis aussi, elle a honte parce qu'en fait, on vit tout ça de notre côté en se disant mais je suis folle en Mais fait. Bien Pourquoi sûr. je suis la seule à ressentir ça? Évidemment. Et en fait, on est des milliers à passer par des phases Mhm. comme ça qui sont plus ou moins graves quand même parce qu'il y a Mais bien sûr. un petit état Mhm. de déprime qui est pas la Mhm. même chose qu'une dépression, qui est pas. Enfin, Mais évidemment, et puis tu deviens pas toxique, mais pas bonne en tout cas pour ta famille et ton environnement, parce que tu es tout le temps sur les nerfs, tu es tout le temps triste, et ton entourage ne comprend pas. ouais. Donc là, je me suis dit, bon, allez, tu vas te prendre en main ma cocotte. Et première étape, en effet, j'ai consulté une généraliste Ouais. qui m'a dit, c'est pas une honte, voilà ce qui existe. Elle m'a parlé d'antidépresseurs. Ah oui. Alors je le dis, c'est un tabou. Et jusqu'à présent, moi, j'avais un a priori sur les antidépresseurs où je me disais, antidépresseurs, c'est vraiment pour les gens, entre guillemets. Moi, je me disais ça, qui sont, ça y est, au bout, antidépresseurs, ça te change ta personnalité, Ouais. tu dois être vraiment dans les vapes. Oui, t'as ces a priori qu'on voit dans les films, des Bien gens sûr. complètement azimutés, etc. Évidemment, où ouais, évidemment. Et j'ai bien mené sûr. mon enquête sur Google et j'ai vu que Sur plein Google. sur Google et j'ai vu que plein de personnes finalement en parlaient. J'ai vu Ah plein de ouais, vidéos attends, sur les ça. Français, on est un des premiers pays consommateurs Et d'antidépresseurs, bah, bien ma sûr. généraliste m'a dit, écoute, si tu savais le Bien nombre sûr. de patients qui en prennent, donc on va commencer par le plus bas, le minimum, et Microdosé, tout ça. microdosé et tout. Et donc j'ai commencé, sauf que moi j'ai eu tous les effets secondaires. Tu te rappelles, je te disais, je suis dans un état de fatigue, enfin, ça a amplifié toute mon anxiété. Ça, il faut peut-être le dire, mais on le verra à la suite du Mhm. podcast, c'est que quand tu commences des antidépresseurs, il faut s'accrocher. Ouais, Parce faut pas qu'il y a lâcher. combien de temps? Je sais pas. Bah moi, ça a duré 3 semaines, mais ça peut être 2 semaines, Ouais. ça peut être 1 semaine ou pas du tout de symptômes, tu vois. Ou ça peut même faire l'effet inverse. Oui, Et bien moi, sûr. je sais ça parce que j'ai vécu très longtemps avec quelqu'un qui avait ça. Et c'est vrai que le début des antidépresseurs, ça peut être rude, mais c'est là où il faut pas lâcher parce Ouais, que c'est bien pas sûr. encore l'effet escompté. Il faut se dire, faut tenir et jusqu'au jour où ça marche. Ou est-ce que tu as changé de Alors, traitement?
Le truc déjà, il faut savoir, faut pas se jeter sur les antidépresseurs dès qu'on a un coup de mou. Non, c'est quand on Ah a tout non, essayé. bien C'est-à-dire sûr. que moi, on m'avait dit fais du sport, fais ci, fais ça, prends des compléments alimentaires, mange mieux, le sommeil. Vraiment, j'avais fait le tour Oui, et puis ça c'est un n'allait pas médecin mieux. aussi Voilà, de dire les choses. exactement. C'est sur ordonnance, hein. C'est sur Voilà. ordonnance, ça n'allait pas mieux. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à remarquer que mon humeur se stabilisait Mais je t'ai et dit, tu sais, un jour là, j'ai dit, ça y est. Ça y est. j'étais mieux. Tu te Mm. rappelles dans quel état Bah, j'étais? la voix a changé du tout au tout. Ton côté solaire ressortait et tout, mais Je me suis retrouvée. En fait, ça t'efface pas ce que j'ai remarqué. Sinon, j'aurais arrêté tout de suite. Ce que j'ai remarqué, ça ne m'a pas effacé, ça n'a pas effacé ma personnalité. Au contraire, ça m'a servi de béquille pour de nouveau me retrouver et de nouveau être forte quand je suis avec ma Mm. maman malade, de nouveau être forte quand je suis avec mes enfants et essayer de retrouver cette joie. Et donc, moi, ça m'a servi de béquille. Alors, le traitement, c'est sur X temps en fonction de ton profil. Et à la fin du traitement, certainement que bah, ça y est, je l'arrêterai parce que je me serais stabilisée et j'aurais retrouvé Mm. sens. Mais en tout cas, je suis beaucoup mieux, je Ah relativise oui. beaucoup. Et si j'avais pas eu cette béquille, je pense que je me serais enfoncée dans le mal et j'aurais fait Mm. aussi du mal inconsciemment à mes proches, à mes amis, à mon Bah entourage. aussi, c'est douloureux de te voir aller mal, être. Mais oui, Et puis aussi, quel courage d'affronter ça et en même temps continuer à aller voir ta maman, continuer à mhm, voir tes enfants. Enfin bon, on dit ça parce qu'aussi, il y a tellement de gens qui nous écoutent qui mhm. connaissent exactement ça et qui savent à quel point c'est douloureux. Et donc, c'est un super exemple que tu nous montres que aussi par la prise de médicaments, et c'est quand même, quand on a mal à la tête, et ben, on prend un Doliprane pour Mais aller c'est mieux. ça. Et voilà. Et toi, tu sais combien de temps tu vas le prendre, ce traitement? Ben là, elle m'a dit que c'était 6 mois. Donc D'accord. c'est quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Mais qu'après, il n'y avait pas ni de dépendance. Fallait Mm. arrêter, diminuer doucement. Ouais. Qu'il n'y avait pas de dépendance. J'ai questionné autour de moi des amis. Je savais même pas qu'elles prenaient des antidépresseurs. Elles m'ont Ouais, bah oui, révélé, bien oui, mais je le sûr, c'est disais pas souvent. parce que j'ai honte. Et elles m'ont dit non, non, moi je les ai arrêtées. Une qui en a pris pendant 5 ans, je savais même pas. Et depuis, elle en prend plus. Et ça leur a servi de béquille pour avancer. Je suis sûre qu'une fois cet orage passé, et là ça va beaucoup mieux, bah, j'arriverai à me maintenir à flot. Mais surtout, je dis bien que j'ai fait les démarches aussi pour parler à quelqu'un. Parce que Mm. c'est bien de prendre Bravo, c'est bien. les antidépresseurs, mais il faut parler parallèlement à un professionnel sur ce problème de fond. Parce Bien sûr. il faut guérir ça, il faut travailler. C'est pas tu les prends pour rien, faut travailler derrière. Donc je suis dans ce processus où T'es une nouvelle j'avance, femme, hein, c'est bien. je suis une nouvelle femme, mais j'ai pas attendu, tu vois. C'est vrai que j'étais mal, je crois, pendant 3 4 mois, voire 5. Je me suis dit, allez, vite, prends-toi en main parce Ouais, mais de que toute façon, ça devenait urgent. Tu pouvais ah, plus ça devenait tenir. urgent. Tu... Non, je ne tenais plus. C'était trop dur. Donc ouais, faut qu'on déculpabilise les gens sur ça. La Mm. santé mentale, c'est très très important et c'est pas réservé à une élite. Tu sais, parfois on dit ça va, C'est le problème de ouais, riche, c'est le quoi. problème de riche et tout. Je suis pas riche. Je suis à la dèche au Bangladesh comme tout le monde. J'ai une vie à 100 à l'heure avec Bah, des parents, mon père décédé, maman malade. Enfin, je suis l'exemple même que c'est oui. pas un problème de riche, les gars. Et au contraire, il faut pas du tout le sous-estimer parce que c'est toujours pareil, c'est les maladies du cerveau, du mental, Mhm, les maladies mentales, hein, mhm. on peut dire. Mais en fait, sans le cerveau, on n'est rien. Mais on n'est rien. C'est voilà, ma maman qui a eu des soucis là-dessus. Mhm. En fait, c'est le commanditaire de tout ton corps. Donc, si ton cerveau il a décidé, tu ne bouges plus du lit, bah, tu peux absolument plus rien faire. Évidemment. Tu peux plus, et même pour tes proches, pour rien. Donc, c'est vraiment, c'est très grave et c'est quand même encore très tabou. Tu vois, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie. Enfin, c'est tout des maladies qui ont Bien toujours sûr, existé bien aussi. sûr. Enfin, c'est pas une découverte, et c'est Mhm. pas un truc de riche. Et surtout, c'est comme par exemple le cancer. On va pas dire, ah, c'est un problème de riche. Mhm. Voilà. Non, c'est une maladie. C'est Bien sûr. aussi, ça se passe au niveau des synapses. Il y a des explications Mais biologiques évidemment derrière qu'il y a ça. des explications. Donc, il y a aussi des pauvres, mais qui malheureusement n'ont pas l'opportunité d'avoir un médecin, d'être soignés, mais ça peut être très grave dans tous les pans de la Ou qui société. connaissent pas, qui ignorent. Moi, Oui, franchement, avant cette année-là, je connaissais pas ou oui. peu, je savais pas comment ça agissait, ce que c'était. Enfin, Et puis surtout, c'est un peu aussi de l'automutilation, parce que quand tu connais pas ça, tu dis, bon, bah, ça va, allez, et tu prends sur toi et tu dis, mais pourquoi je fais ça? Allez, il faut que je me force. Et tu t'en veux beaucoup mhm. à toi-même Oui. d'être dans cet état. Mhm. Et donc aussi de se dire, ah mais non, en fait, c'est une maladie. Bien sûr. C'est une maladie et je vais me donner la chance, parce que il faut aussi avoir le réflexe
d'aller consulter avant que tu puisses plus sortir de chez toi, parce qu'après c'est ça Évidemment. le prochain stade, Évidemment, c'est que avant tu es d'éviter les enfermé drames. dans le noir. Ouais, avant d'éviter tous les drames. Donc, de toute façon, bon, là, on en parle, on vulgarise la chose, mais on Oui, va recevoir. on n'est plus sur ton ressenti. Oui, Voilà, on va recevoir docteur Cyril Mac. Docteur Mac. Docteur Mac. Hey. Donc il va tout nous raconter et nous dire un peu justement à partir de quand ils peuvent prescrire ou des choses comme ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Docteur Mac, je l'ai sollicité pour qu'il me reçoive en consultation. Il n'avait pas de place, donc je vais en découdre avec lui et je vais en profiter pour faire ma consultation gratos. Je vais prendre mon Doctolib. Ouais, c'est ça, ma carte vitale. Mais juste tes chaussures. Tu sais pas s'il aime les pieds ou pas. Mais de toute façon, j'ai des sandales à pieds découverts. Oui, mais là, c'est vraiment nu, quoi. Bonjour, docteur Cyril Mac. Oh là là, là c'est tout de suite très solennel. Mais oui, peut-être qu'on peut changer la formule. Bonjour Cyril, est-ce qu'on peut... Ouais, bien sûr. Ouais. Merci de venir nous voir, parce qu'on a besoin de votre vision professionnelle pour la santé mentale des femmes et en particulier des mamans. On aimerait un peu décomplexer cet univers de la dépression, de la bipolarité. Ouais. Et vous allez nous aider, nous donner des clés. On voudrait savoir déjà quels sont les éléments, à quel moment on doit s'inquiéter de notre santé mentale. Quels sont peut-être les premiers warnings en général? Je dirais que les signes annonciateurs du moment où on doit s'inquiéter de sa santé mentale, c'est l'instant où on a du mal à fonctionner comme d'habitude. Où tout d'un coup, ça nous coûte de faire ce qu'on faisait habituellement au quotidien, sans forcément se poser de questions, quand il y a une espèce de frein, de rupture de fonctionnement, mais également quand on commence à ressentir moins de plaisir aux choses qui nous faisaient plaisir habituellement, des plaisirs même simples. Oui, Quand genre tout un d'un coup- resto ou... Un resto, un film, une chanson qu'on aime bien écouter. Là, vous décrivez un petit peu les symptômes que moi j'ai eus il y a quelques mois. C'était vraiment, je me réveillais en me disant oh non, encore une journée. J'ai tout ce qu'il me faut, mes enfants sont en bonne santé, j'ai un travail de fou, mon chéri et tout, mais j'ai même pas envie, j'ai plus le goût. Même une sortie, on me disait sors, aère-toi, j'avais pas envie parce que je n'y voyais pas l'intérêt. Pourquoi on vit? Pourquoi? Enfin, fatiguée tout le temps. J'ai eu vraiment ce truc comme ça. Un jour où j'étais fatiguée. Alors je me demandais si c'est un manque de magnésium, un manque de machin, de fer. Et en fait, non, ça persistait. Donc, est-ce que c'est ça, un peu? Oui, c'est ça. C'est quand ça nous coûte. Et quand on se réveille le matin, on se dit waouh, Ouais, là, il va falloir se c'est lever, il exactement va ça. falloir embrayer, il va falloir tenir son quotidien. Ça commence à nous coûter. Ok. Et ça nous tombe dessus ou c'est plutôt un état qui arrive progressivement et après on se rend compte qu'en fait on n'y arrive plus? Je dirais que ça s'installe couche par couche. On s'en rend pas forcément compte au début. Et puis, il y a bien un moment où il y a la couche de trop. C'est là que ça devient vraiment dur et que ça commence à retentir sur notre fonctionnement au quotidien, notre fonctionnement habituel. Et en fait, de la même manière, puisque ça s'installe couche par couche, de la même manière, quand on se soigne, quand on se prend en charge, ça se lève couche par couche. Il n'y a pas d'effet on-off immédiat où on va mal tout d'un coup et on va mieux tout d'un coup. Oui, c'est un cumul, avoir peut-être tiré sur la corde. Et moi, je me disais, bon, ça va passer, c'est pas grave, peut-être fais du sport, mange mieux. Mais je continuais dans cette vie un peu speed. Et à un moment donné, j'avais plus de patience. Je me voyais faire des colères très bizarres, même devant mes enfants, à être un peu, moi, version monstre, un peu, où je me reconnaissais plus. Et je pense que c'est là où je me suis dit, allez, prends-toi en main. Mais justement, comment on se dit, à quel moment il faut se dire, prends-toi en main? Parce qu'il y a des personnes, je suppose, qui n'ont pas ce déclic-là et pour qui ça va loin et qui cèdent à la folie, je ne sais pas comment on dit. Mais moi, j'aurais pu devenir complètement dingo. Et je dirais qu'on doit se dire prends-toi en main à partir du moment, enfin, et même dans le prends-toi en main, une espèce d'injonction, genre. Oui, on- c'est vrai. Il y a un peu un jugement. Il y a le même jugement Mm. que va faire du sport. C'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais je dirais qu'il faut faire attention, il faut prêter attention déjà à ce que soit on ressent. C'est-à-dire que si déjà on a l'impression qu'on ne fonctionne plus comme avant, et aussi les gens avec qui on vit, par exemple, les remarques qui nous disent tiens, Ouais. tu t'énerves, t'es pas comme d'habitude, tiens, je trouve qu'avec les enfants de tout à l'heure, ça a été un peu loin. Et donc on doit faire attention, on doit prêter attention à ce qu'on ressent, y compris dans son corps, parce que la dépression c'est aussi très physique, mais également à ce que nous disent les gens qui nous connaissent. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau? Est-ce qu'on sait ce que c'est la dépression cliniquement, j'allais dire? Alors on sait que ce sont des dysfonctionnements neuronaux. En réalité, même si la recherche en psychiatrie est très dynamique, on n'a pas trop tous les tenants, tous les aboutissants. On sait qu'il y a des aires cérébrales qui sont impactées, que d'autres aires cérébrales ne sont pas impactées. On sait que les médicaments, ça a un effet sur les neurotransmetteurs. Mais si vous voulez, on connaît la première porte, la deuxième porte, et ensuite l'enchaînement des raisons sur pourquoi on est déprimé et pourquoi les traitements fonctionnent, on ne les connaît pas très bien. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on a toujours en nous, quelque chose au final qui va se déclencher à un moment donné dans notre vie, peut-être génétique. C'est pas... Si, il y a une Ah, composante génétique ouais. aussi.
Ça, Ok. mais c'est pas une composante génétique immédiate, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, que dans certaines familles de troubles bipolaires, on a plus de chances d'avoir un trouble bipolaire quand on a des antécédents familiaux au premier degré, au deuxième degré, etc. Pareil pour certaines maladies, certaines psychoses. Et pour la dépression, on a quand même 20% de risque au cours de sa vie d'avoir une dépression, ce qui est assez conséquent. Pour toute la population? Mm. Et comment vous l'expliquez? C'est nos rythmes de vie? Alors, Ou c'est une maladie comme vous direz, on a 10% d'avoir un cancer dans notre vie? on a notre vulnérabilité biologique propre à chacun. On va dire que ça, c'est la composante biologique, et y compris la composante héréditaire. Mais il y a également l'environnement dans lequel on évolue, nos ressources psychologiques. Et en fait, en gros, on se déprime un petit peu au contact de notre vulnérabilité et des facteurs de risque ou de facteurs protecteurs qui nous entourent, quoi. Il peut y avoir aussi des déclencheurs. Ça peut être un deuil, ça peut être un Bien sûr. changement brutal dans la vie. Et du coup, là, ça se Il peut y avoir des dépressions déclenche à ce réactionnelles. moment-là. Oui, C'est-à-dire voilà. que des dépressions réactionnelles, Mhm. on vit un truc très difficile et puis on a du mal à s'en remettre. Oui. Mais de la même manière, après un deuil, on peut avoir juste une tristesse réactionnelle tout à fait normale. Oui, ce que vous dites, c'est aussi normal d'avoir des émotions, d'être hyper impacté par un deuil, voilà. Mais c'est que si ça dure trop longtemps, il y a un moment où il faut... Voilà, c'est justement la différence entre déprime et dépression. Ouais, par exemple. Quels sont les autres facteurs qui vont être touchés par la dépression? Est-ce que ça va toucher le sommeil, la faim, enfin la façon dont on se nourrit, la façon dont on se meut? Qu'est-ce que... Ça va toucher à peu près toutes les composantes de notre existence. Donc physique, avec une fatigabilité, des gens qui dorment des jours et puis qui sont toujours fatigués. Ouais. À l'inverse, ça peut provoquer des insomnies avec des ruminations. Il y a aussi une composante, c'est très important, de la perte du plaisir à faire les choses. On est vraiment à plat. C'est-à-dire que même voir, je sais pas, ses gosses, ça peut faire plaisir généralement quand bien sûr. on retrouve ses enfants, etc. Ça nous donne de la joie, etc. Ouais, là, on a hâte qu'ils se couchent, quoi. Et là, exactement. C'est-à-dire on peut même ne même plus avoir hâte qu'ils se couchent, mais juste plus rien ressentir. C'est-à-dire que ça peut être impacté D'accord. comme ça. Ça peut impacter. C'est terrible de ressentir ça, parce qu'on doit culpabiliser, j'imagine. Ça ajoute de la culpabilité pour tout. La culpabilité en soi est un symptôme aussi. C'est-à-dire Ah oui? tout d'un coup, on rumine, on se remémore des choses, même des choses qui avaient disparu un peu de notre histoire, on y repense. Moi, je vois ça un peu comme la santé où tout va bien, c'est un état de marée haute, on vogue comme ça. Et quand on a un trouble psychiatrique, c'est un peu comme si on se retrouvait à marée basse, puis marée basse, puis marée basse, et là, les rochers émergent. Et tout d'un coup, on a une lecture Mais c'est ça. de tous nos problèmes qui réapparaissent, même des choses auxquelles on ne pense pas en fait, quand tout va bien, parce que tout le monde a des c'est vrai. rochers, on va dire. Mhm. Mais quand on est déprimé, tout d'un coup, il n'y a plus que nos rochers dans le paysage. Et après, ça touche aussi les conduites, je sais pas, du quotidien, se laver, prendre soin de soi. Il y a des gens qui se lavent plus, c'est-à-dire que c'est vrai. hyper fréquent, qui se lavent un jour sur deux, un jour sur trois, voire qui se lavent Parce que c'est une très épreuve. peu fréquemment, parce que tout d'un coup, ça leur coûte, parce qu'il n'y a plus l'envie. Et puis après, ça touche aussi aux fonctions cognitives. C'est-à-dire que il y a des troubles de concentration importants, les gens n'impriment plus, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils lisent un bouquin, du coup ça imprime plus, Ça ne rentre plus. soit ils n'arrivent même plus à lire. Donc il y a une composante vraiment cognitive très importante. Et c'est quoi la différence avec le burn-out? Je dirais que le burn-out, la composante première de déclenchement du problème, on va dire que c'est un stresseur professionnel. D'accord. Un surmenage professionnel ou une perte de sens. Grosso modo, le burn-out, il faut quand même considérer que c'est une perte de sens de manière absolue, soit par surcharge, il n'y a plus de sens à ce qu'ils font, soit des gens placardisés, en fait, qui font des burn-out. C'est pas le bore-out? Si, c'est le burn-out, mais c'est à peu près pareil. Oui, c'est les mêmes, ça conduit à une perte de sens dans ce que l'on fait, quoi. Et quand tout d'un coup, on va au travail tous les jours, qu'il n'y a plus de sens parce qu'il y en a tellement, on n'arrive plus à répondre à quelque chose qui est important pour soi, c'est-à-dire faire bien son boulot, et bien du coup, on a un risque de burn-out, entre guillemets. Et de la même manière, quand on va au taf et qu'on est placardisé parce que, pour 1000 raisons d'entreprise, et bien du coup, il n'y a plus trop de sens non plus de ce pourquoi, de ce qu'on faisait tous les jours, etc. Et les deux peuvent conduire à un certain nombre d'épuisements professionnels. Et pareil, le burn-out, c'est assez terrible parce que les patients qui ont des burn-out ne peuvent plus, genre un matin, ils peuvent plus se lever de leur lit, quoi. Et en fait, souvent, c'est des tableaux assez difficiles, enfin assez graves, entre guillemets, parce que c'est très difficile de revenir, parce qu'on arrive déjà à un niveau d'impact assez conséquent. Et souvent, je remarque que ça touche les gens chez qui le travail est une composante importante et essentielle de leur vie, quoi. Bien sûr. Je trouve. Mais justement, on ne peut pas être en burn-out et quand même se lever quand on a des enfants. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est un matin, j'arrivais plus, mais parce qu'il y a mes enfants à accompagner à l'école et qu'il faut que je leur donne à manger, les nourrir, je me suis fait violence pour me lever. Ouais, alors on peut se faire violence pour se lever. C'est-à-dire qu'à un moment, s'occuper de ses enfants, ça reste une limite que les gens arrivent à tenir, mais c'est genre, je me lève. Okay. Alors, il y a un moment où on peut être vraiment à plat. On ne peut plus bouger un orteil. D'accord. Enfant ou pas enfant. Enfant ou pas enfant, on ne peut plus bouger un orteil, c'est terrible.
Mais il y a des situations où en réalité, on se lève le matin, on donne le petit-déj, etc. etc. Dépose ses enfants à l'école, on rentre chez soi, on se recouche. C'est vraiment un état dégradé, quoi. Et à quel moment on se dit, bon, stop, là, j'ai tout essayé, parce que peut-être qu'il y a des choses à essayer avant qui peuvent plus ou moins marcher. À quel moment on se dit, bon, là, j'ai tout essayé, il faut que je passe... Ouais, mais là, c'est vraiment clairement des syndromes de dépression. Enfin, oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, on a tellement des rythmes de vie soutenus, etc., que peut-être prendre du temps pour soi, faire une retraite, enfin, je sais pas, tout le monde est là à parler de ça. Allez-y, dites-nous, parlez, mais franchement. Alors moi, je pense que c'est bon de prendre du temps pour soi. Je pense que c'est bon de faire du sport. Je pense que c'est bon si on y voit un intérêt de faire une retraite. Mais ça change. Mais pour le coup, on va dire que c'est premier, ça devrait exister dans toute la vie, tout le temps, quand ça va et quand ça va pas. Mais je dirais que c'est pas suffisant pour soigner une dépression. Voilà. Okay. Oui, voilà. En fait, là, tu décris quelque chose quand on ne sait pas encore qu'on est en dépression ou quand on se dit, bon, bah, il y a peut-être autre chose. Ou alors on sait, mais on se dit, on a un cliché sur les antidépresseurs ou sur autre chose, et on se dit, non, moi j'ai besoin de tout essayer, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un problème de riche, j'ai besoin de tout essayer avant de prendre des cachetons tous les jours pendant X temps et me faire juger, parce que c'est quand même encore tabou. Tu vois, moi je me suis dit, il faut que j'essaye autre chose. Même mon chéri, au début, il me jugeait un peu. On est là justement pour dire, ah ouais. Mais je pense que ça dépend aussi de la culture familiale, de la culture sociétale dans laquelle tu baignes, mais... On va parler de la médicamentation. Mais à partir de quand aussi, quand on est dans cet état qu'on peut plus... quand Sarah a vécu ça, comment ça se passe? On doit avoir un médecin généraliste, on doit avoir un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. Aidez-nous. C'est terrible, je suis d'accord. Alors, si on considère qu'on a une dépression impactante, ce qui est recommandé, c'est de voir éventuellement un psychologue, de faire une psychothérapie. Après, tout le monde n'a pas le temps, la disposition, l'envie. C'est sur du long terme, nous on veut régler ce problème vite, quoi. Quand il y a une dépression qui commence vraiment à nous empêcher de fonctionner, je dirais qu'il faut prendre un traitement. Donc, dans l'idéal, il faudrait voir soit le médecin traitant, ils peuvent prescrire des antidépresseurs, soit un psychiatre. Sachant qu'en France, pour avoir accès à un psychiatre, une espèce de parcours de soins, il faut d'abord voir le médecin traitant. Le médecin traitant adresse chez le psychiatre on peut pas, à partir de 26 ans. On peut à partir de directement 26 ans, on peut, mais on sera potentiellement moins bien remboursé. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès direct normalement au psychiatre. Vous, en tant que psychiatre, vous recommandez de passer par un médecin traitant? Parce que moi, comme dit médecin généraliste qui prescrit, Sarah, elle m'en avait parlé, moi je ne suis pas du tout médecin, mais je me suis dit, c'est tellement mieux d'aller voir un psychiatre qui connaît tous les dosages, moi, je sais pas. Alors, moi, comme psychiatre, quand je reçois des patients, je leur dis toujours qu'il me faut leur courrier d'adressage du médecin traitant. Ah, d'accord. Par principe, parce que c'est exigé. Après, c'est exigé à partir de 26 ans. Après, dans les faits, les psychiatres maîtrisent mieux les psychotropes que les médecins généralistes. C'est-à-dire qu'ils font un gros boulot parce qu'en vrai, il y a des tas d'endroits en France où il n'y a pas de psychiatre. Donc, eux font quand même un gros boulot et débrouillent pas mal de patients. Et en plus, je pense que la stigmatisation qu'on a sur les traitements antidépresseurs, par exemple, elle est équivalente à la stigmatisation qu'on peut avoir sur les psychiatres. Donc, en fait, je pense que pour certains patients, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un traitement qui est prescrit par le médecin traitant, par le généraliste, quoi, que par un psychiatre. Oui, mais quand on prend des antidépresseurs, on est bien d'accord qu'il faut se faire suivre parallèlement, sinon ça sert à rien. Par qui? Par un psychiatre, non? Oui, je pense. Voilà. Moi, je pense que c'est important quand on prend un traitement antidépresseur d'être suivi, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, ne serait-ce que parce que des fois, il faut augmenter les dosages, les posologies, etc. C'est quoi l'utilité d'un psychiatre? Est-ce qu'on parle ensemble? Moi, c'est ça, je ne connais pas. Donc... Non, on parle avec un psychiatre. C'est-à-dire que normalement, on parle. Moi, je considère qu'une relation thérapeutique, une relation de soins, c'est avant tout une relation. Et donc, oui, normalement, on parle avec son psychiatre. C'est-à-dire qu'en réalité, les traitements, ça peut prendre une place très réduite dans une consultation. On parle du reste, de comment reprendre pied, vers quoi se diriger, des objectifs. Mais c'est ça. Donc, vous, quand on arrive, comment ça se passe une consultation classique, la première? Et quels sont, vous, le moment où vous dites... on va médicamenter parce que là, ou est-ce qu'il y a des consultations aussi où il n'y a pas besoin? Oui, bien sûr. Donc, quand on reçoit un patient, on le reçoit, on voit qui il est, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime, son mode de vie, quoi, entre guillemets. S'il est en couple, pas en couple, enfant, pas enfant, son âge, ses études, sa formation, voilà, pour se connaître. Et puis ensuite, on cherche les antécédents physiques et psychiatriques. Voilà, s'il y a des traitements, si c'est la première fois qu'ils voient un psychiatre. Et puis ensuite, on fait l'entretien. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire au cours d'une discussion dans laquelle on recherche un peu les symptômes, c'est-à-dire qu'on peut très bien parler de symptômes sans dire est-ce que vous avez une baisse du plaisir. On peut très bien dire bon, comment ça se passe, qu'est-ce que vous aimez, et en ce moment est-ce que vous aimez toujours ce que vous aimiez habituellement. Ça peut se faire au cours d'une conversation. Que ce soit fluide et naturel. Oui, bien sûr. Sinon, on fait une checklist. Hein. Mais bon, ça peut se faire. C'est-à-dire qu'il y a des échelles d'évaluation, etc. Mais ça se fait au cours d'une converse. Et puis après,
Si on considère qu'il y a une maladie, en tout cas installée, on peut prescrire un traitement. Si on considère que c'est pas trop nécessaire, que ça peut tenir un peu comme ça, on peut se revoir pour faire un point, voir comment ça évolue. Avec des préconisations quand même, faites ça, faites plus ci quand vous serez hors du cabinet. Oui, Parce que vous dites comment ça bien évolue. sûr. Est-ce qu'on... C'est-à-dire que par exemple, moi ce que je recommande aux patients, c'est de faire que des choses faciles quand ça devient, D'accord. quand ça coûte. Mm. Je leur dis ok, ne faites que ce que vous aimez, Mhm. limite ne mangez que ce que vous aimez. Vraiment faites des choses assez simples, ne vous fixez pas des objectifs énormes, mais fixez-vous des objectifs accessibles, acceptables. Je sais pas, si vous aimez bouquiner, en ce moment vous n'y arrivez plus, peut-être lisez le journal, lisez des articles plutôt que de lire Ouais. pas des romans Oui. un peu plus complexes, etc. Après, pas forcément oui. besoin d'avoir C'est ça. 40 consultes pour dire D'accord. ah ça y est, on Et y est. heureusement. Bien sûr. Et en fait, on peut le poser sur l'histoire. On voit comment ça s'est passé dans le passé, depuis quand, qu'est-ce qui fait que la personne vient à nous aujourd'hui. Et puis ensuite, éventuellement, on parle du traitement, on explique, on dit, on peut poser un diag et donc le dire au patient ce dont il souffre. Et souvent, d'ailleurs, c'est très rassurant. Enfin, c'est très soulageant. Ils se disent, OK, Ouais. ce que j'ai, en fait, c'est pas un truc que je dois chercher dans mon enfance, un truc improbable, parce que tout le monde a potentiellement des trucs dans son enfance. Et en fait, c'est plutôt, voilà, vous avez un état dépressif, Ouais. c'est ça, le traitement c'est ça va durer tant de temps. Et puis ensuite, on va se revoir. Je suis dispo s'il y a des effets secondaires, vous me dites, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. S'il y a autre chose, vous me prévenez. Voilà, c'est à peu près comme ça. Je vous avais envoyé un SMS. Vous vous rappelez de moi? Si, bien sûr. Je vous ai répondu. Je sais. Non, mais c'est moi. Vous m'avez Le laissé pauvre, un message. c'est le vrai. tribunal. Et j'ai pas pu lui répondre parce qu'on était en tournage. Enfin, mais on peut s'en reparler en off tout Oui, à l'heure. bien sûr. Non, mais parce que c'est vrai, parce que j'ai commencé un traitement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une généraliste m'a prescrit un traitement le plus bas à 0,25. Ça, c'était un anxiolytique alors? Non, Ok, 0,25 de quoi? sertraline. Ah ouais, 25 alors. C'est 25, Ouais. c'est ça? Oui, c'est le plus bas, quoi. Ouais, c'est vraiment le plus bas. Ça m'a fait du bien, sauf les 3 premières semaines où Ouais. j'ai souffert. C'est pour ça où qu'il faut c'était tenir. 10 fois pire. Ouais. Et j'ai tenu, je disais à Marie, je ne lâcherai pas. Et depuis, je me suis retrouvée, enfin, je suis moi-même, mais je sens qu'à tout moment, je peux basculer dans la torpeur. Non, mais on s'en reparlera, mais... Oui, bien sûr, mais par exemple, nous les psychiatres, on connaît nos médicaments, entre guillemets, on n'a pas peur de pousser les traitements. D'accord. Moi, j'observe parfois avec mes potes généralistes, etc., ils vont à une posologie d'entrée, après, le traitement, il peut rester comme ça pendant longtemps. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quitte à prendre un traitement, à prendre un traitement à la bonne dose, et à la dose qui fonctionne. Et en fait, à l'inverse, et je prends toujours cet exemple, par exemple, les traitements antalgiques, plus on a mal, plus on augmente les doses, etc., c'est vrai. ou les paliers. Et en fait, les antidépresseurs, par exemple, à un moment, on peut aller mieux, on va quand même augmenter pour aller gratter et virer les derniers symptômes, ce qui reste, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de corrélation. Et des fois, il ne faut pas hésiter à pousser les traitements, s'ils sont bien tolérés, si ça fonctionne, etc. Notamment parce qu'on attend derrière un rétablissement complet, quoi. Bien sûr, non, mais elle m'avait mis plus à 50, mais vu que je travaillais et vu les symptômes que j'ai eus au début, je me suis dit non, attends les vacances, d'être tranquille et pas travailler. Est-ce qu'il y a une accoutumance? C'est ça les préjugés qu'on a? Est-ce qu'après on peut devenir... Il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. Ok, il n'y a pas de dépendance. Il y a de la dépendance aux anxiolytiques, genre Xanax, Temesta, Lexomil, je sais pas moi, Valium, etc. Pour les antidépresseurs, il n'y a pas. Par contre, il y a un truc dont il faut parler, c'est que les antidépresseurs, on ne peut pas les arrêter brutalement. Oui. La majeure partie du temps, d'ailleurs. C'est pour ça que ça se diminue progressivement et qu'on les arrête tranquillement. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un syndrome d'arrêt. Donc un syndrome d'arrêt, c'est genre des symptômes de manque, quoi. On a des suées, on ne se sent pas bien, on peut avoir des palpitations, des décharges dans la tête, etc. Et on peut même avoir une recrudescence de symptômes, genre de dépression, alors que ce n'est pas le retour de la dépression. C'est simplement lié au fait qu'on a arrêté trop brutalement les traitements. Mais quand on arrête progressivement, on peut s'attendre à après ne plus en prendre du tout et vivre sereinement. Oui, bien sûr. Dans votre cabinet, bien sûr, le secret médical, etc., il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que la dépression prend la plus grande part dans les consultations ou il y a... J'ai l'impression que j'ai plus de femmes que d'hommes dans mes consultes. Parce qu'il y a aussi un gros tabou de la santé mentale chez les hommes, non? Peut-être D'accepter de dire je vais mal. Il y a une stigmatisation, je pense, un petit peu. Il y a toujours. plus de charge mentale chez les femmes. Oui, aussi, elles ont de quoi, bien sûr. Mais je veux dire, un mec qui ose dire... oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un peu plus tabou. Et après, les maladies que je vois, moi, en tant que psychiatre en libéral, c'est beaucoup de troubles anxieux, des dépressions et des troubles bipolaires. En gros... C'est ça. À partir de quel stade vous dites, allez, go, on y va, il ne faut pas se poser de questions, il faut... Parce que, on voit bien avec le témoignage de Sarah que c'est un gros truc pour elle de passer aux antidépresseurs parce que y a toute cette stigmatisation. Vous poussez un peu à le faire, dans le sens de... Il faut traiter, quoi. Il ne faut pas attendre, laisser traîner. De toute façon, il faut traiter.
Ouais, faut c'est pas ça. laisser un trouble Oui, ça, qui c'est important de le dire. s'installer et traîner dans la durée. Parce que, par exemple, on sait que des troubles anxieux peuvent parfois s'aggraver ou se compliquer de dépression par-dessus. On sait qu'une dépression, au bout d'un moment, quand elle se chronicise, il est plus difficile d'en sortir, etc. Donc, il faut traiter les maladies psychiatriques au plus tôt, quoi. Mais est-ce que, Mm. justement, au plus tôt, est-ce que finalement, parce que moi, après tout cet épisode, j'ai commencé à réfléchir un petit peu depuis que je suis petite. Et je me suis dit, mais en fait, non, t'as quand même enchaîné les moments où t'allais pas bien, où tu savais pas ce que t'avais, où t'avais pas goût. Et ensuite, t'étais re-bien l'année d'après, donc tu t'es dit, non, c'est rien. Est-ce que finalement, j'ai pas laissé pourrir quelque chose jusqu'à ce qu'il m'arrive plein de drames, etc. Et tout est ressorti. Voilà. Ouais, c'est possible. Mais en fait, c'est possible qu'on fasse face à des situations avec nos ressources Mhm. personnelles, quoi, individuelles. Et qu'à un moment, ça devient trop. Et que là, du coup, Oui. ça bascule. Et pourquoi c'est décrié? Pourquoi c'est mal vu de prendre des antidépresseurs? Parce qu'en fait, on considère que la dépression, c'est dans la tête. Alors, c'est pas faux, puisqu'en fait, Oui, c'est une vraiment maladie dans du la- cerveau, mais c'est Mhm. aussi une maladie du corps, hein. Vraiment, c'est une maladie Mm. physique, hein, la dépression, parce qu'il y a vraiment un impact physique, quoi. Les gens le disent, hein, d'ailleurs, Mhm. ils sont à plat, quoi. Mhm. Ils sont pas à plat que dans leur tête, ils sont à plat dans leur corps. Et en fait, cette idée de c'est dans la tête, ça sous-entend qu'on a potentiellement le pouvoir d'aller mieux. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, finalement, c'était pas une maladie. Finalement, c'est presque un manque de la volonté, ou une faiblesse, ou une fragilité. Bah, c'est le fameux truc, bah, allez, bouge-toi, sors de ta chambre. Exactement, c'est le bon conseil. Les gens adorent donner des bons conseils. Et bah, tu devrais, ça va, tu devrais sortir, bah, tu devrais aller mieux. Attends, regarde, T'as tout pour être t'as tout heureux, pour je être comprends heureux. pas. T'as un gosse, t'as des chiens, T'as je sais une pas, carrière ou des et chiens, ou des gosses Moi, et un je sais chien. que notre maman a souffert de dépression, de bipolarité très fort. Et elle m'a aussi souvent dit qu'elle aurait préféré, alors c'est horrible de dire Mhm. ça et je respecte toutes les personnes qui sont atteintes, mais d'une maladie grave, par exemple, un cancer quelque part, parce que bah, déjà, les personnes sont beaucoup plus empathiques envers quelqu'un qui a un cancer, dans le sens où ah ma pauvre, t'es malade, comment on Mhm. peut t'aider, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette stigmatisation encore autour de la dépression, où on a envie de dire, bah, t'es enfermé dans le noir toute la journée, bah, lève-toi. Ouais. Alors que quand, c'est sûr, on a le pied dans le plâtre, bah, on peut pas se lever. Donc aussi, il y a ce truc, on dirait, bah, Ouais. physiquement, tu peux marcher, bah, pourquoi tu le fais pas? Ça, c'est très dur. Bah, ça, c'est Ouais, Mais on bien est sûr. d'accord que c'est physique, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. C'est dans- Oui, c'est c'est dans- plus rien, c'est- quoi. c'est une vraie maladie. C'est Mm. une Et vraie donc, c'est une maladie. maladie qui est vraiment tête et corps. Et ça, c'est très Mhm. important. Il n'y a pas de danger. Alors moi, je parlais pourquoi c'est aussi autant controversé. Il y a jamais eu de danger à prendre des antidépresseurs, des histoires où ça s'est mal passé. Est-ce que c'est pas aussi un côté, c'est pas bon de prendre ça pour ton corps parce que ça peut te développer ci, ça. Alors, en fait, les antidépresseurs ont parfois des effets indésirables et, et comme tout médicament, oui. ont aussi des contre-indications. Mhm. Donc, il y a des antidépresseurs qu'on ne peut pas prescrire s'il y a des antécédents cardiovasculaires un peu trop importants. Donc, ça, il faut faire attention, mais comme tous les médicaments. Après, sur les antidépresseurs, je pense qu'il y en a certains qui ont des effets secondaires, non contre-indications, mais effets secondaires, genre qui font prendre du poids, genre Oui. qui, je sais pas, qui baissent le plaisir. Mhm, bien sûr. Oui, je sais la pas, libido, qui donne, tout voilà, ça, qui impactent ouais, un peu la libido, qui font des petits tremblements. Mhm. Et donc, ça, c'est assez Mm. stigmatisant si vous prenez un traitement et que vous mettez à trembler. Mm. Donc, je pense qu'il y a cette stigmatisation du fait des effets secondaires. Mais Mais après, c'est tout. je pense surtout que la stigmatisation liée au traitement, elle accompagne la stigmatisation liée à la maladie psychiatrique. C'est-à-dire que la maladie de la volonté, la maladie de l'esprit, parfois même la maladie de l'âme, la maladie de la foi, etc. C'est-à-dire qu'il Oui. y a des gens qui considèrent que, par exemple, quand les gens ont des dépressions, c'est parce qu'ils ne sont pas assez pieux, par exemple. Oui, remets-en toi à Dieu et lui Exact, t'aidera, quoi. par exemple. Et Ouais, en ouais. fait, tout ça, ça contribue Évidemment. à dresser un tableau pas d'une hostilité, mais d'une certaine Oui. méfiance, d'un Mais certain il n'y a retrait. pas de danger, quoi. C'est pas, vous n'allez pas avoir une Bah, maladie pas plus. neurodégénérative. Non, pas du tout. Voilà. J'ai entendu aussi dans une interview Florence Foresti qui a dit qu'elle doit prendre des antidépresseurs à vie. Ah oui Mais oui, elle l'a Ah dit oui. là il y a pas longtemps. Mm. Pourquoi? C'est quoi le profil des personnes qui ont besoin finalement de prendre ça à vie? Parce qu'en fait, quand on a une dépression dans sa life, une Mhm. fois, on est plus à risque d'avoir une deuxième dépression D'accord. que la première C'est fois. important de le savoir. Donc, on passe, je pense, à 50 à 70% d'avoir un deuxième épisode de dépression au cours de sa vie. Quand on a un deuxième épisode de dépression, Ah. Ouais. techniquement, c'est à peu près sûr qu'on aura un troisième épisode de dépression. Waouh. Et donc, dans les faits, le Pas dans fait... la merde. Non, mais Waouh. Perds pas ta carte vitale, Oh, oh, là. Et ta mutuelle. non, mais au cours de sa vie, c'est possible. Là, faut le et dire, donc, écoute.
Et donc, en fait, il peut y avoir des dépressions récurrentes. Et en fait, le traitement de la dépression récurrente, finalement, c'est plutôt la prévention de la dépression récurrente en laissant, pourquoi pas, des antidépresseurs au long cours, à la plus faible dose efficace. Et bien entendu, on tolérant bien le traitement, quoi. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un traitement qui nous convienne, avec lequel on est d'accord, qu'on supporte bien, etc. Et pas une tannée où on prend 1 kilo par mois, au bout d'un an, on en a pris 12, au bout d'un an, on en a pris 24. Ouais. Et donc, ça, c'est très important. Et en fait, on peut être amené dans ce contexte à prendre un antidépresseur au long cours. C'est assez fréquent, ça arrive. Il y a des patients qui voudraient pas du tout arrêter leur antidépresseur parce que Bah oui. ils savent ce que c'est une dépression, ils Mm. savent va quel être plus impact ça a dans plongé. leur vie, et ils savent à quel point ils sont soulagés avec le traitement et ils prennent au long cours, quoi. D'accord, ils peuvent pas se dire, je prends le traitement de 6 mois, après je revis ma best life pendant 1 an jusqu'à ce que je replonge. Là, je vais en reprendre pendant 6 mois. Si, moi c'est ce que je leur dis. Je leur dis, je Mm. comprends que ça vous saoule de prendre un traitement, de vous dire. Parce qu'en fait, les Ah gens ouais, disent, c'est oui, est-ce ça, que je vais en le prendre fait. toute ma vie? C'est-à-dire que moi, déjà, je leur dis, mais en fait, j'en sais rien. Toute Mm. votre vie, je sais pas, je serai Ah pas oui. là. Peut-être dans 30 ans, je serai pas Bien où je sûr. serai, et vous non Mm. plus, on n'en sait rien. Et surtout, Mhm. il y a un caractère un peu genre fatal, genre, Ah oui. je vais prendre toute ta vie. Donc moi, je dis aux gens, le plus longtemps possible. Parce que Mm. dans leur vie, les patients, des fois, ils en ont marre, ils arrêtent les traitements, et ça peut se Mhm. comprendre, etc., même si c'est pas forcément très recommandé. Donc, déjà, je dis le plus longtemps possible. Et ensuite, il faut avoir un traitement vraiment avec lequel on est en face, quoi. Voilà. Et après, une première dépression. Quand on a un premier épisode dépressif, on considère, moi, je considère que entrée plat dessert, c'est 1 année, quoi. C'est-à-dire qu'on met le traitement, on trouve le bon dosage, après on a la stabilité, on tient stable pendant au moins 6 mois minimum, et puis ensuite on diminue et on arrête. Moi, je considère que ça prend à peu près 1 Mhm. année. Donc je dis aux gens, ok, Ah oui. on l'arrêtera dans 1 an, quoi. Même si vous vivez votre meilleure vie, on continue. Vas-y, Est-ce vas-y. que justement la prise d'antidépresseurs, ça efface qui on est et ça nous booste? Au contraire, ça nous permet d'être celle qu'on était? Ben, ça nous permet de nous retrouver. Ça nous permet Je de nous pense, bien retrouver. sûr. C'est bien de le dire parce qu'il y en a qui pensent je vais changer. Enfin, c'est un booster comme je me dope, quoi. Enfin, non, Non, on non, est d'accord. ça nous permet de refonctionner comme on fonctionnait, Voilà. et ça permet de redonner du recul par rapport à des situations dans lesquelles on n'avait plus de recul. Ça donne vraiment... Ok. Je trouve que ça, c'est très important, les antidépresseurs. Mais alors, quand je parle des traitements, les gens me disent, oui, vous êtes sponsor par les labos et tout, mais pas du tout. Hmm. C'est-à-dire que vraiment, je trouve Y que a les pas un petit code antidépresseurs... promo quand même? Oui, c'est ça, t'imagines. Avec Serbalance. Mais en fait, ça donne vraiment du recul par rapport à des situations. Ça permet d'un peu de sortir la tête hors de l'eau. Voilà, je trouve. Je peux poser une Ah oui, oui, pardon. Elle, non, elle mais se c'est- régale, parce hein. que Elle, oui, c'est moi, son meilleur. c'est ma Non, meilleure non, mais c'est émission. passionnant. J'ai une question. Je pense pouvoir déceler quand il y a des périodes de dépression et tout, mais il y a des moments où vraiment, c'est vraiment très perso à chaque fois, mais où on a des gros stress. Voilà, mais après ça va mieux. Mais à quel moment on doit prendre des anxiolytiques? Est-ce que Jamais. c'est... Ah ouais, c'est vrai. Non, mais pour moi, il y a une accoutumance, les anxiolytiques. Oui, il y a une C'est ce accoutumance, que mais vous dites. on peut Mais les à quel prescrire. moment on doit les prendre? Alors, il faut les prendre, par exemple, au tout début de la prise d'antidépresseurs, par exemple. C'est-à-dire que quand le traitement Oui. antidépresseur ne fait pas le job, on Exact. peut donner un Ah. traitement d'appoint, quoi. Moi, j'appelle ça un pansement, quoi. On le prend de manière limitée dans le temps. Au début, il ne faut pas hésiter à les prendre. Quand il y a des insomnies, du coup, il y a des anxiolytiques qui sont très sédatifs. Donc, faut le prendre pour pallier à l'insomnie, le temps que le traitement de fond fasse le job. Voilà. Donc, Oui. il faut les prendre dans ces moments-là. Après, on peut les prendre de manière ponctuelle. Oui, genre Quand avant on de a prendre une l'avion. phobie, si avant de on prendre a- l'avion, voilà. pour se détendre, ça peut arriver. Oui, bah oui. D'accord. Et donc là, dans mon cas, ou dans le cas des gens qui nous regardent, mais quand il y a une montée de stress, il y a des journées qui sont vraiment insurmontables. Est-ce que c'est là où on dégaine ou ça peut Bah, être... Peut-être Pareil. pour t'aider à t'endormir, pardon, parce que je l'ai Ouais. je l'ai fait. Non, Parce que mais je- c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que je suis médecin, que c'est mon sujet là. Je vais ouvrir mon cabinet. Les bons conseils. Non, parce que moi, les anxiolytiques, pour moi, faut pas en prendre trop parce que tu deviens quand même un zombie et c'est quand même pas Ah oui, agréable. ça, tu l'as Et senti? Bah oui, le lendemain, enfin, pour moi, Ah je suis ouais. pas normale, je me sens pas bien, je me sens ça va pas. Mais par contre, avant de prendre l'avion, le soir, pour m'aider à m'endormir quand je suis pas bien, j'ai trop ruminé mon anxiété, mais c'est tout, je Hmm. n'en prendrai pas le lendemain. Vous validez, docteur? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut le prendre de manière ponctuelle. Oui, voilà. On a passé une grosse journée. Mm. On en a plein la tête. On n'arrive pas à décrocher. Mhm. Pourtant, il faut quand même qu'on dorme parce que demain, c'est pareil, il faut tenir machin. Hmm. On peut prendre je sais Un pas, demi. un anxiolytique Oui. X ou Y le soir avant de se Mm. coucher pour. Ouais, Voilà. relâcher. Et le problème, c'est quand ça s'installe et qu'on le prend tout le temps, quoi. Ouais, Oui, c'est ça. Faut Et vraiment... qu'à un Mm. moment, on arrive, ça fait plus le taf. Et que quand on le prend pas, on n'est pas bien. Quand on le prend, ça soulage à peine. Et quand on veut vraiment être mieux, il faut augmenter. Donc là, ça veut dire qu'il faut passer aux antidépresseurs. Ouais, souvent. Ou en tout cas, il faut au moins virer Ou alors... les anxios. Vous en avez déjà pris des antidépresseurs? Non, pas d'antidépresseurs. Ah bon? Non, mais Faut tester, ce que vous les prescrivez. non, mais c'est oui. vrai. Non, mais mais les je anxiolytiques, j'ai pris comme tout le monde. Mais Ça, pas d'antidépresseurs. pas comme tout le monde. Tout j'ai va bien pris. dans votre vie, quoi. Non, Bah, mais, c'est bon signe. non, mais hein. en vrai, j'ai déjà donné à des proches. J'ai Oui, pas de ok, problème, quoi. d'accord. Je sais, voilà. Et d'ailleurs, ce que je dis aussi aux patients, c'est que ça, si je devais en prendre un, je
prendrai celui-là. Donc, je fais pas un D'accord. essai sur vous. Ok. C'est-à-dire, Bah, bien sûr, on dit bah, ça, c'est pas mal. C'est comme ça, les truc. oncologues. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais c'est vrai, non, mais les oncologues, c'est compliqué, mais je trouve que c'est important. D'accord. On peut revenir sur le fait que avant que ça fasse vraiment effet, il faut attendre 3 semaines, c'est ça? Enfin, Ouais. Ça ça dépend dépend. pour qui. Ouais, Vous, on c'est quoi attend. ce que Non, vous mais dites? on a coutume de dire qu'il n'y a pas d'effet attendu avant 15 jours. Dans les faits, des fois, ça vient un petit peu avant. À partir de 10 jours, on peut avoir un petit effet genre sur Hmm. l'anxiété, etc. Bon, après, c'est surtout ce qu'il faut se dire, c'est que si au bout d'un mois, ça fait pas grand-chose, il faut envisager d'augmenter la posologie, quoi. Hmm. Est-ce que c'est normal que surtout ça. j'arrive plus à pleurer? Ah oui, Alors elle n'a oui, plus c'est vrai. d'émotion en Ah, revanche. non, mais C'est voilà, vrai, tu as c'est-à-dire que constaté parfois, ça ça? fait ça, les antidépresseurs. Ah ben ouais. Parfois, les antidépresseurs, les gens disent, ouais, je suis bien, quoi, mais je suis un peu capé, Ouais. y compris en haut, quoi. J'arrive plus à... Non, J'ai plus tout, ça vient me caper un peu les Je émotions. te jure. La dernière à fois, elle a pleurer. essayé de pleurer, elle n'y arrivait J'ai pas. essayé, j'y arrivais Ouais, pas. Et oui, pourtant, ça c'était peut faire un ça moment parfois. vachement, c'était une fin de taf, quoi. Tout le monde pleurait et tout. Et là où d'habitude, moi, je suis très dans les extrêmes, je peux pleurer, mettre dans des. Là, enfin, voilà, je riais nerveusement, mais je pleurais pas. Ouais, ça peut arriver. Ok, c'est normal. Ça peut arriver, c'est décrit, tout à fait. On entre dans une autre catégorie encore, le level au-dessus, après la consultation, la prise de médicaments. Est-ce que vous tenez bon parce qu'on est en pleine canicule? Ouais, ça pour, va, ça pour va. info. Ça va bien. À quel moment vous décidez qu'il faut hospitaliser une personne? Ah. J'essaie de te faire passer. Ouais, c'est ça. Oh, purée, ils viennent me chercher là, toc toc toc. Bah oui, bah on va parler, comme tu l'as dit, de Nicolas Oui. Demorand, qui lui a été, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, voilà. Mais je vous laisse répondre à cette question, parce que alors ça, c'est vraiment... Je dirais il y a des hospitalisations qui se prévoient et des Oui. hospitalisations qui arrivent en urgence. Ok. Je dirais que les hospitalisations, les prises en charge urgentes, entre guillemets, c'est quand il y a une crise suicidaire, pour une mise à l'abri, entre guillemets, Ouais, de et protection. aussi une prise en charge adaptée à la situation. Quand il y a une bouffée délirante, C'est quoi une aiguë, bouffée délirante? bah, c'est genre, tout Des d'un coup, hallucinations j'ai des hallucinations auditives, tout d'un coup, j'ai des idées, peut-être un état maniaque, des idées de grandeur, quand on dort plus la nuit, quand on est très excité, très agité. Mais c'est difficile pour les personnes elles-mêmes. Autant la dépression est facilement détectable, Ah bah oui, tout à fait. ou les phases maniaques, j'en connais quelque chose. Les personnes qui vivent ça ne se rendent pas compte qu'elles sont maniaques. Bien C'est sûr. terrible. Donc on va dire il est nécessaire d'hospitaliser ces épisodes-là. Et oui, mais donc bouffées c'est les délirantes, proches qui phases maniaques, disent. parfois, c'est les proches qui disent, ouais. Et on fait des soins, des hospitalisations à la demande d'un tiers. Et donc, alors c'est pas qu'un tiers, c'est-à-dire qu'il y a une confusion importante. C'est pas un tiers pas qui quel- demande à enfermer Oui, son oui. proche, entre guillemets. C'est une décision médicale. Il y a des Mhm. médecins qui évaluent et qui justifient ou non l'hospitalisation. On fait pas d'enfermement politique, quoi. C'est-à-dire que- Oui, bien sûr, parce que ce serait trop facile de dénoncer quelqu'un, il faut l'enfermer là. Oui, voilà, exactement. Et justement, par rapport à ce que raconte très honnêtement, il a beaucoup de courage de le faire, Nicolas Demorand, c'est que lui, il dit qu'il a été, alors je ne sais pas si les termes sont bons, interné de force, hospitalisé de force, parce qu'en effet, bouffée délirante, etc. C'est courant, ça, en fait, tout ça? Alors ça arrive. J'ai vu dans la presse, oui, qu'il y avait le terme interné, je crois, quelque chose Oui, comme voilà, ça. c'est pour ça que je... Bon, existe plus. j'imagine que c'est alors interné, non, c'est un terme, c'est pareil, c'est un terme qui conduit un peu à la stigmatisation, je trouve. Bah oui, On n'est pas imagine, interné, genre, on a l'impression que on va nous mettre une camisole et qu'on Ouais. va nous mettre dans une chambre Ouais, c'est capitonnée. l'image qu'on a. Alors il y a des chambres de soins intensifs, hein, avec des meubles en mousse, etc., avec une possibilité de surveillance de la personne qui est hospitalisée pour pas qu'elle se fasse mal, etc. Ça existe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des hospitalisations à la demande d'un tiers, Mhm. et puis il y a des hospitalisations à la demande du représentant de l'État, quand il y a une mise en danger d'autrui, par exemple. Je sais pas, dans la rue, quelqu'un qui déambule avec un sabre Oui. parce qu'il a l'impression que, je sais pas, parce qu'il y a des symptômes qui font qu'il en est à déambuler dans la rue avec un sabre. Là, c'est peut y avoir des hospitalisations à la demande du représentant de l'État. Mais c'est quand il y a la mise en danger d'autrui, ou de soi même, parfois. Ça, on va dire que c'est les modalités d'hospitalisation contre son consentement. Et après, dans les moments qui nécessitent une hospite, donc il y a les bouffées délirantes, il y a les états maniaques, et puis il y a les dépressions très sévères, c'est la dépression où je sais pas, les personnes perdent 40 kilos, genre. Et donc là, il y a une nécessité, parce qu'il y a un risque, il y a une mise en danger vitale, ou les idées suicidaires aussi. Donc il y a toutes ces situations qui nécessitent. Et puis après, il y a les causes non urgentes, on va dire. Eh bien, c'est des gens qui, genre, chez eux, ils n'y arrivent plus. Ça impacte trop. Ça impacte, je sais pas, même la famille. Ça commence à avoir un retentissement trop fort. Ils disent, OK, parce qu'il n'y a pas moyen d'être hospitalisé un peu. Ou on leur dit, je pense que ça serait mieux si vous alliez être hospitalisé pour qu'on s'occupe de vous, en fait.
de A à Z, quoi, qu'on vous Et prenne en qu'est-ce qui se charge. passe justement, cette prise en charge, où ça va vous faire du bien, vous allez vous reposer, enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on imagine tellement de choses. En hospice, Oui, alors je pense qu'il faut distinguer les hospices à l'hôpital psychiatrique et les hospices en clinique psychiatrique. d'accord. On va dire que dans les deux cas, ce qu'il y a de commun, c'est le fait qu'on vous cocoone, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez plus à penser à préparer les repas, vous n'avez plus à Ouais. penser à Oui, t'as des une tas de charge choses du mentale quotidien déjà qui est- auxquelles vous n'arrivez plus à faire face. Mm. Et puis, en fait, il y a aussi un côté important là-dedans. Je pense que quand on est hospitalisé tant à l'hôpital qu'en clinique, il y a d'autres gens hospitalisés comme soi. C'est-à-dire que parfois, il y a des chambres, il existe encore des chambres avec plusieurs lits. Parfois, du coup, on a un voisin de chambrée. C'est-à-dire que j'avais un patient qui appelait ça... c'est drôle comme il racontait, il disait c'est mes compagnons d'infortune, quoi. Oui, C'est-à-dire que oui. c'est des gens avec qui qu'il n'aurait jamais rencontré dans sa Oui, vie c'est quotidienne, puis se retrouver dans une chambre avec un type comme lui, Mhm. mais qui avait rien à voir avec lui, mais les deux avaient une dépression, par exemple. Et donc, en fait, il y a un côté un peu genre, tiens, l'autre est comme moi, On est moins seul dans on son est moins seul, et désespoir. puis il y a une espèce On va d'effet de soutenir. groupe. Est-ce qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne pas? Alors moi, je dirais que l'image qui me vient en tête, c'est Loana. Ça a été des années de dépression, à prendre, je suppose, des antidépresseurs, à être aussi hospitalisée. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ils ont beau être hospitalisés, ils ont beau être sous médicaments, et malheureusement, ça ne fonctionnera pas? Oui, il y a des pathologies. Je pense qu'il y a des... Enfin, c'est pas je pense, c'est qu'il y a des pathologies résistantes. D'accord. Il y a des patients qui sont très difficiles à équilibrer ou à stabiliser. Mm. Et dans ces cas-là, on fait quoi? On fait ce qu'on peut. Oui. Il y a bien un moment où ça va un peu mieux. Mhm. Puis il y a des rechutes, il y a des traitements, il y a les sismothérapies. On appelait avant les électrochocs, quoi. Pareil, ça fait un peu Waouh. tsunami coucou, mais Ouais. bon, en réalité, c'est un traitement ultra efficace. Mais Mm. finalement, on n'a pas tant accès que ça, je trouve. Et c'est pour les dépressions résistantes, ça marche très bien. Pour certaines schizophrénies, ça marche très bien aussi. Donc il y a ça comme traitement. Et après, des fois, on tient des patients. Et puis, si on lâche un peu, ça va moins bien. Donc, faut retenir. voilà. Il y a faut- aussi des faut pas personnalités oublier. qu'il faut accompagner particulièrement. Mais je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier toujours l'accompagnement social, quoi, l'accompagnement oui, c'est ça. humain. Voilà, il y a des patients qui tiennent de manière un peu très ritualisée parce que tous les jours, ils vont dans leur CMP, ils prennent leur traitement, il y a des équipes infirmières et tout qui sont là, médicales, et qui les accueillent, et qui ça se passe bien. Et puis en fait, après, ils rentrent Ouais. chez eux et ils reviennent il y a comme ça. l'humain, Il y a un en fait. lien nécessairement. La relation est primordiale. Pour toutes les mamans, est-ce que pendant qu'elles sont enceintes et même pendant qu'elles allaitent, elles peuvent justement prendre, si elles en ont besoin, des antidépresseurs? Il y a certains traitements antidépresseurs qu'on peut prendre pendant la grossesse Ok. et pendant l'allaitement. Il y en a Mhm. certains qu'on ne peut pas prendre pendant l'allaitement ou pendant la grossesse, mais il y en a certains qui permettent de Voilà, faire les ça deux. existe. Et ça, ça c'est très important parce que c'est toujours flippant et toujours une espèce ça Mm. rajoute une couche, une culpabilité de se dire C'est Mm. oh là là, je vais prendre un traitement Bah oui. antidépresseur, je vais le filer à mon enfant, machin, etc. Ça rajoute une couche. Mais il y a des traitements, moi j'ai des traitements antidépresseurs, je suis très serein, que je donne à des patientes enceintes. Mhm. Moi, je m'endors le soir sans Ah oui. me dire waouh, il y a un truc de ouf. Je suis assez serein sur D'accord. ça et ça, c'est important. Ok. Est-ce que peut-être on peut finir déjà? Merci infiniment parce qu'on Ouais. a appris plein de Vraiment. choses. Et si ça peut aussi décomplexer Mhm. les femmes et les personnes qui nous regardent à aller voir un médecin généraliste, à aller voir un psychiatre pour traiter, parce que vous l'avez dit, moi ce que j'ai surtout appris, c'est qu'il faut pas laisser traîner en fait. Mhm. Et ça peut-être, est-ce que vous avez un message de prévention, un message particulier à des personnes qui là nous écoutent et qui cherchent des réponses et qui n'y arrivent plus en fait, qui sont comme Sarah ouais. il y a un petit moment. On qui leur dit arrivent quoi pas à pour ça. les motiver, entre guillemets, quoi? Moi, je dirais que c'est très important de ne pas chercher dans son histoire ou dans son passé toujours les raisons. Ok. Bien sûr qu'il peut y en avoir, bien sûr qu'il peut y avoir des traumatismes, des psychotraumatismes, etc. Mais je dirais que l'important, c'est pas d'avoir identifié un problème dans sa life Ok. et de tourner en boucle le problème sous toutes ses formes et finalement de penser problème matin, midi, soir avec un accompagnement, d'être tourné en boucle sur un problème. Ouais, Je de pense que ruminer. l'idée, c'est plutôt d'aller vers des solutions, Ok. vers des choses qui fonctionnent et de ne pas hésiter à demander de l'aide aux personnes compétentes et dont c'est le boulot pour sortir d'un état de stress, d'une dépression, enfin, ou d'une maladie psychiatrique au sens large. Ouais, et même avant, si Déchargez-vous. on a honte d'aller voir le médecin, parlez-en autour de vous. Moi, j'en avais parlé à Sarah, sa sœur, et elle m'a dit, mais je connais, je peux t'aider, et elle m'avait dirigée vers vous. Mais voilà, en parler, pas rester, Ah, c'est c'est sûr. pas tabou, quoi. Je Faut en pense que parler. c'est pas tabou. Je pense que ça l'est peut-être de moins en moins. Mhm. Voilà. Après, on ne peut pas échapper. Il y a certaines personnes chez qui c'est tabou, chez qui c'est très C'est ça. stigmatisé, et on ne peut pas y échapper. Mais oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Aujourd'hui, avec la médiatisation et la surmédiatisation, dans le bon sens
comme dans le mauvais, parce qu'on peut imaginer... Loana, Mhm. finalement, il y a une surmédiatisation de la pathologie, entre guillemets, on a dans son histoire, hein, Oui. je ne la connaissais pas, mais on a l'impression qu'il y avait des liens il y avait des liens avec la psychiatrie, etc. Mhm. Bon, donc du coup, on met surtout ça en avant. Voilà, peut-être qu'elle était seule aussi, j'en sais rien. Peut-être que Oui, voilà, peut-être qu'il y a eu- l'environnement il y avait joue son tellement. histoire perso, etc. Mhm. Donc voilà. Donc, du coup, il peut y avoir une espèce de stigmatisation dans ce sens-là, mais comme l'histoire là, du journaliste Nicolas Demorand, Oui. lui en a parlé assez facilement, d'autres personnes en ont parlé Oui, de la il faut en dépression. parler. Et Il je y a pense le que c'est spectacle de Constance, je ne sais pas si ça Ah. vous parle, qui sur son hospitalisation, etc., et qui était, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est très fort si les gens. Ouais, veulent- Oui, on après, ira voir, ouais. Après, je vois sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui sont très anti-psychiatrie, très anti-traitement, anti tout ça. Voilà, je le vois. C'est dangereux. Bon, C'est une mise en danger d'autrui de faire des choses comme ça, je trouve. ouais, je suis content de l'entendre, mais Bah. après, malheureusement, ça arrive. Ça arrive, et il y a Mm. beaucoup de gens qui sont contre, qui considèrent que même une hospitalisation, c'est une privation de liberté, que c'est comme la prison, etc. Faut quand même pas oublier qu'on est comme des soignants. Le but, c'est quand même Mais oui. de prendre soin Oui, des c'est gens, quoi. scientifique, c'est pas un courant de pensée, quoi. Non, c'est pas un courant de pensée, mais ça arrive souvent qu'on considère finalement que ce soit un courant de pensée Ouais. et que d'autres solutions existent. Voilà, peut-être que d'autres existent. En l'occurrence, celles qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont reproductibles, dont on a l'impression que ça fonctionne et dont on sait qu'on peut attendre un résultat, c'est la psychiatrie moderne, quoi. Merci. On pourrait parler des heures. On vous réinvitera sur d'autres sujets. Merci de vous être rendu Merci disponible Avec pour plaisir. nous, pour toutes ces darons Bah, qui merci, regardent. ouais, et pour la consultation gratuite, surtout. Je sens qu'elle va pas vous lâcher là dans les couloirs. Je ne vous lâcherai pas. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Let's get